Bienvenue à cet atelier, c'est la rentrée, repositionnons-nous face aux 5 sujets de la vie. Et vraiment, merci d'être là parce que c'est ma passion de faire des ateliers, de vous proposer des actions créatives. Vraiment, ça me fait plaisir qu'il y ait 32 personnes qui suivent cela. Et vraiment, moi, mon objectif, c'est que vous agissiez, que vous ayez un impact dans votre vie. Donc, si vous êtes là, je vous laisse créer. Donc, pour vous présenter, nous sommes au plan, je vais me présenter, puis je vais présenter ma formation. Qu'est-ce que c'est que la Gestalt? Je vous proposerai l'exercice de la page blanche, puis on verra les 5 sujets. Qu'est-ce que c'est qu'une semaine classique? Qu'est-ce que la vraie liberté? Puis nous ferons une démarche pour que vous puissiez créer votre propre choix, puis votre plan, puis que vous puissiez trouver vos soutiens émotionnels qui vous permettront de finaliser votre plan. Et nous échangeons. L'atelier va durer à peu près 1 heure et demie. Donc, pour ceux qui ont besoin de quitter avant et ceux qui voudront échanger après, n'hésitez pas à rester et à partager. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis Gestalt thérapeute, mon cabinet est à Paris 9e, mais je peux recevoir sur Zoom très facilement, comme on fait là. Ma formation, en fait, je suis en train de terminer ma 5e année de l'école humaniste de Gestalt, où je suis maintenant Gestalt thérapeute. Et j'ai aussi étudié tout ce qui était technique cognitive et comportementale. Et là, nous sommes en train de développer une application de communication non violente. Je crois que je vous ai envoyé un lien vers un autre meet-up qui s'appelle La communication bienveillante emmène à la sérénité. Et l'objectif, c'est de créer une application qui proposera une démarche d'auto-empathie pour toute personne qui voudrait comprendre ce qui se passe en elle et pouvoir créer à partir de ses émotions et de ses sensations corporelles. Je fais d'ailleurs un atelier le 7 septembre sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que la Gestalt? En fait, la Gestalt est un terme allemand pour dire le mouvement de la vie dans un cadre. C'est intraduisible, un peu comme le yin et le yang. Et donc, en fait, dans la Gestalt, il y a 3 composantes. Déjà, les actions, prendre conscience de quelles sont les actions que nous vivons dans notre quotidien. Et une action, ben, ça a une limite. Et c'est pour ça que je propose cette symbolique du carré vert pour après, dans ces actions, prendre conscience de quelles sont les émotions que l'on vit. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, il n'y a que des émotions qui sont des messagères d'un besoin, d'une valeur, d'une situation qui nous gêne ou que l'on apprécie. Et on les accueille toutes avec bienveillance parce que elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste des messagères qu'on accueille avec gratitude parce qu'elles sont là pour nous dire si on est dans le bon pour nous ou s'il y a quelque chose qui nous dérange. Et par derrière ces émotions, souvent elles sont messagères d'une valeur, d'un besoin. Et quand on travaille en thérapie ou ce soir, eh bien, elles permettent de prendre conscience de pourquoi on fait les choses, quel est notre besoin en faisant. Par exemple, moi, je fais ces ateliers dans un besoin d'aider le monde à mieux aller, de reconnaissance et de partage. Et c'est ça qui fait que j'ai un tel plaisir de le faire parce que j'en ai conscience et je suis en présence de mes actions. Et ça, quand on connaît ces 3 paramètres et qu'on les vit au quotidien dans ces actions, en fait, petit à petit, on change notre vie parce qu'on va petit à petit être en conscience de nos actions et pouvoir les modifier en petits pas. Je vous présenterai ça à la fin. Et si on change notre attitude et nos actions et nos émotions en petites actions, eh bien, les autres ne pourront pas avoir les mêmes interactions que d'habitude, que dans le passé qu'on proposait aux autres. Et petit à petit, en fait, les gens, soit ils vont accepter ce changement-là pour nous, soit sinon, ils vont s'écarter. Et les gens qui n'accepteront pas ce changement, souvent, étaient des mauvaises personnes, enfin des personnes qui n'avaient pas un bon lien avec vous et qui n'acceptent pas que vous évoluez. Donc, en fait, c'est en se changeant soi, en changeant son attitude, en changeant ses émotions, en prenant conscience de ses besoins et de ses actions, qu'on peut interagir différemment, ce qui fait qu'on a une nouvelle interaction envers les autres, qui fait qu'on change les autres.
Mais ce n'est pas parce qu'on veut les changer, c'est parce qu'on se change qu'on les change. Voilà. Ce que je vous propose, souvent, vous avez sans doute dû faire des exercices comme ça au travers de votre entreprise, au travers de bilans de compétences, voire au travers de thérapies pour certains, ou d'autres ateliers. Et vraiment, ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice de la page blanche, voir et m'écouter comme si c'était la première fois que vous entendiez cela, et voir qu'est-ce qui vous apparaît aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas la même personne que la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. À ce moment-là, vous n'êtes pas la même personne et donc vous avez peut-être des nouvelles émotions, des nouveaux besoins, des nouvelles envies et peut-être des nouveaux projets que vous auriez envie de faire. Il y a Sugita qui dit « Lorsque vous dites « on change », auriez-vous des exemples de changement de comportement, de caractère ?» Alors, le caractère est peut être plus marqué. Un comportement, c'est par exemple, euh, euh, face à toutes les situations qui arrivent, les gens, moi j'ai certains clients qui les regardent toujours négativement. Ah, tu te rends compte, ma mère m'a appelé, elle m'a encore dérangé. Ah, tu te rends compte, aujourd'hui il y avait du soleil, j'ai failli avoir un coup de soleil. Ah, tu te rends compte, le chocolat, ça fait grossir. Et donc, toujours avoir un regard négatif et puis tout d'un coup dire ah, aujourd'hui, j'ai du soleil, ça va me faire plaisir, ça va me créer de la vitamine D. Ah, le chocolat, j'aime bien ça, mais je vais prendre qu'un seul carré, comme ça, je n'en grossirai pas. Et en fait, c'est le regard que l'on porte sur les choses qui vont faire qu'on va changer de comportement. Et petit à petit, son caractère va changer, mais c'est lentement. Le caractère, c'est plus long, c'est plus incrusté dans la personne. Merci pour ta question. Hop. Alors, la petite histoire. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ouh là là, je suis totalement envahi, je suis totalement bloqué, je n'ai plus le temps de rien faire, j'ai l'impression de courir après le temps. Parfois, les gens, quand ils ont ces phrases-là, ces émotions-là, et quand on prend leur planning, on voit que, eh bien, ils s'occupent beaucoup avec leur iPhone, ou ils font plein d'actions, mais qui ne leur apportent rien, ou ils aident beaucoup les gens sur d'autres sujets que pour eux-mêmes. Et donc, quand cette phrase apparaît, c'est le moment de dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre au cœur de ma vie et qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, quels sont les 5 sujets de la vie? Ce que je vous propose, pour vous, quels seraient les 5 sujets de la vie? Bon, comme je vous ai donné les supports, je pense que vous pouvez les lire. Et donc, en fait, les 5 sujets de la vie, c'est vraiment, il n'y a pas d'ordre de plus ou de moins bien. C'est juste pour vous. Alors, la logistique, c'est quoi? Dans le terme logistique, c'est faire les courses, remplir le frigidaire, faire la machine à laver, repasser ses affaires, prendre sa douche, se brosser les dents, le métro pour aller au travail ou revenir. C'est s'occuper de ranger sa chambre ou son appartement. Tout ça, ou descendre les poubelles. Vous voyez, tout ce qui est logistique, en fait, c'est toutes les tâches quotidiennes qu'on a à faire et qui prennent du temps et qui, en fait, occupent nos journées, qui peuvent prendre énormément de temps. Il y a des gens qui nettoient leur appartement une fois par jour. Après, le travail. Donc, le travail, ça, vous savez ce que c'est ce qui vous rémunère au quotidien, c'est le salaire, c'est qu'est-ce que vous faites pour gagner de l'argent. La famille, en fait, ce n'est pas la famille historique, c'est celle que vous créez. La famille historique, c'est votre père, c'est votre mère, c'est vos frères et sœurs, tout ça, c'est la famille historique. Et il y a des gens qui disent ah, mais je passe mes week-ends avec mon père et ma mère, j'arrive pas à rencontrer d'autres personnes. Oui, sauf que ça, c'est la famille qu'ils ont créée. Maintenant, la question, c'est quelle famille vous voulez créer? Ou si vous en avez déjà une, quelle est la nouvelle impulsion que vous voudriez donner à votre famille? Après, les amis,
On les connaît, hein, c'est vos amis ou vos meilleurs amis. Et les passions, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres que vous voudriez rajouter par rapport à ces 5 sujets? Est-ce que vous vous dites, mais oui, il y a ce 6e sujet, moi je crois qu'il y a un 6e sujet. Bah, dites-le moi dans la partie conversée et on peut en discuter. Qu'est-ce qui vous viendrait quand vous voyez la partie logistique, travail? Donc logistique, c'est toutes les tâches. Le travail, c'est ce qui est le salaire. La famille, c'est celle que vous avez envie de créer ou que vous vivez déjà avec votre partenaire de vie et vos enfants, vos amis et votre passion. Voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Alors, la santé, c'est vrai que c'est un sujet, mais c'est juste que si vous avez une vie équilibrée, normalement, la santé eh bien, va bien. L'identité, en fait, se construit à travers les amis, les passions et le travail. Et prendre soin de soi, en fait, c'est justement, ça va être une conséquence de nos choix qu'on va faire sur ces 5 sujets. L'argent, c'est le travail. L'amour de soi, le développement personnel, en fait, ça va être des conséquences ou l'origine du travail, de la famille, des amis et de la passion. Passion, oui, Gabriella, merci. Les passions, c'est plutôt des loisirs. C'est tout ce que l'on ne fait pas et qui ne rapporte pas d'argent. Voilà. La spiritualité, c'est plus ça pourrait être à mettre dans les passions, dans les activités passions. C'est tous les passions loisirs, mais je préfère utiliser le mot passion que le mot loisir. Parce qu'ici, on est là dans un objectif de voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est secondaire. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot euh, passion. Voilà. Merci pour vos questions. Alors, qu'est-ce qu'une semaine classique? Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre 3-4 minutes et que vous remplissiez votre semaine ou qu'est-ce que vous prenez au quotidien dans votre semaine. Est-ce que vous mettez, où est-ce que vous mettez votre famille? Où est-ce que vous mettez le travail? Où est-ce que vous mettez les passions, les amis et le sommeil? Justement, quand quelqu'un me parlait de la santé, eh bien, la nuit, ça fait partie du sommeil. Et la famille historique, les parents, les frères et sœurs, c'est plus à positionner dans les amis. Donc, je vous propose de remplir votre semaine classique que vous vivez en famille. Enfin, que vous vivez vous personnellement. Moi, quand je dis en famille, c'est avec vous-même. Donc, je vous laisse travailler pendant 4-5 minutes. On va reprendre vers 20 heures. Et si, pendant ce temps, n'hésitez pas à me poser des questions, des demandes pendant que chacun crée. Vous voyez, j'ai divisé ce tableau en des grandes plages horaires parce que le matin, quand on se lève à 7 heures du matin, qu'est-ce qu'on fait? À 9h30, la matinée, ça commence à 9h30 avec le travail, un lundi. Le déjeuner, c'est midi 14h pour les employés de bureau. L'après-midi, c'est 14h, 17h, 18h. Soirée commence de 18h à 22h. Et puis la nuit, on recommence. Alors, François, tu avais dit qu'il fallait imprimer les dates. Oui, mais après, tu peux très bien prendre une feuille de papier et écrire ça facilement, gribouiller, faire ça à ta manière.
Alors, merci Sugita pour ton message. Je comprends et je te propose que justement, là, en partant de là où tu es, qu'est-ce que tu pourrais faire? Oui, Sonia, il y a 2 fois nuit parce que, il y a la nuit du matin et la nuit du soir. Et pour moi, la nuit du soir commence à 22 heures et s'arrête à 1 heure du matin. Et la nuit du matin commence à 1 heure du matin jusqu'à 6-7 heures. Oui, Sugita, c'est pour ça que je t'ai répondu de manière aussi large. Voilà. Ce que je te propose, Sugita, c'est que on prenne ta situation soit dans un rendez-vous spécifique, mais là, je ne peux pas traiter une situation telle que la tienne dans un atelier où il y a 30 personnes. Est-ce que tu comprends cette situation? Donc, je te propose que tu le suives et de faire comme tu penses, et après, on verra ce qu'on pourrait en faire. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, des demandes ou des résistances à remplir ce support? Alors, François, merci pour ça. Et quand on n'a pas de semaine classique, alors je ne sais pas ce que tu fais, mais moi, en tant que même entrepreneur, euh, il est bon d'avoir des redondances, d'avoir des habitudes. Donc, peut-être que toi, ce n'est pas sur une semaine que tu as des habitudes, mais peut-être que c'est sur euh, un mois ou sur toute une année. Par exemple, tu vois, comme les saisonniers qui ont euh, euh, la saison d'été, la saison d'hiver et 3 mois de flottement entre ces 2 saisons à chaque fois. Alors, Michel, je ne comprends pas pourquoi il y a nuit sur la colonne de gauche. En fait, tu vois que parce que commence le matin, tu vois, comme je pourrais mettre des horaires, mais la nuit du matin, comme je l'expliquais à quelqu'un qui commence de 1 heure du matin à 6 heures, 7 heures du matin, puis le matin qui est de 7 heures à 9h30 pour les employés de bureau, puis la matinée et à 10 heures du soir, il y a la nuit du soir. C'est pour ça que j'ai mis 2 fois nuit. Et certaines personnes qui vivent plutôt la nuit pourraient se dire, tiens, c'est amusant, c'est vrai que je travaille, moi, la nuit qui commence à 10 heures du soir, eh bien, en fait, elle s'arrête à... En fait, je ne dors pas la nuit, j'agis. C'est sur la Oui. colonne de gauche. Ah oui, la couleur, bah, c'est justement remplir le tableau Excel de la couleur nuit, de quand est-ce que toi, tu dors. C'est pour le sommeil. Voilà, merci Marcia qui a beaucoup mieux compris ta remarque que moi. Euh, oui, merci Xavier pour ton retour. Je trouve que réfléchir à ces sujets, c'est nécessaire pour analyser ce que certains appellent la rat race et cela permet de retrouver les priorités. Oui, de ne pas être embarqué dans une habitude qu'on ne voudrait pas. Et qui, en fait, à la fin, on est à tourner dans sa roue, à avoir toujours son même quotidien et tout d'un coup, stop, on s'arrête pendant 2 heures et on se dit, tiens, où est-ce que l'on met, quelle roue on a envie de faire tourner? Donc voilà, pour l'exemple, moi j'ai rempli euh, les 2 nuits parce que si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, je ne suis pas efficace.
Pour les matins, vous voyez, en fait, moi, le lundi au vendredi, c'est de la logistique. Je me lève, je prends mon café, je prends ma douche, je range mes papiers, je fais toutes les actions, je sors ma chienne pour qu'elle puisse faire ses activités. Donc moi, en fait, la matinée, je suis dans ma roue et j'ai mes activités qui font que tout est déjà planifié le matin et la soirée. Le travail avec la matinée et l'après-midi, c'est vrai que parfois j'ai des clients en thérapie, parfois j'ai des rendez-vous par Zoom pour mon projet en communication non violente, parfois j'ai des interviews, parfois je dois travailler sur tel ou tel sujet ou travailler sur un atelier, mais en même temps, je sais que ces plages horaires, elles sont bloquées et c'est à moi de les remplir intelligemment des ateliers, des actions créatrices qui m'intéressent. Après, pour ceux qui ont des familles, eh bien, je rajouterais aussi, c'est le temps où il faut s'occuper de sa famille pour que l'enfant soit rempli, soit habillé et son cartable et que vous l'emmeniez à l'école. Comme moi, je remplis la gamelle de rêve, je la sors et je la rentre. Alors, Alexandra, la logistique, en fait, ce sont toutes les tâches quotidiennes que l'on doit faire. C'est prendre sa douche, petit déjeuner, déjeuner, dîner, descendre les poubelles, faire les courses, faire le repassage, nettoyer, faire les lessives, nettoyer les draps. Voilà, c'est toutes ces actions-là qui font que elles sont importantes à faire. Et donc, vous voyez que déjà, si on remplit notre semaine, eh bien, elle est déjà presque prête. On n'a presque plus que le déjeuner de la semaine et c'est compliqué de pouvoir encore rajouter les passions et les amis. Ce qui nous fait que, en fait, les passions, ça devient plus, vous voyez, c'est le côté je fais un yoga le mardi à déjeuner ou avant de me lever, enfin, vous voyez, ou à la salle de sport, ça devient plus qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et après, vous pouvez rajouter aussi, tiens, ma passion, aller à une exposition ou autre, eh bien, vous voyez que c'est déjà bien rempli. Et donc, tout d'un coup, on se dit, waouh, la rat race où on est en train de tourner, mais si on a aussi peu de plages de liberté dans sa vie, qu'est-ce qu'on va y mettre? Et c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ces actions-là. Moi, j'ai mis travail, mais c'est un tel plaisir que c'est plus du travail. Sauf que je sais très bien que je vais consacrer mes matinées, mes après-midi de la semaine à faire ça. Voilà. Donc, quand vous voyez cette semaine classique, en quoi ça vous fait réagir? Quelles sont les pensées qui vous viennent par rapport à vous? Tiens, c'est vrai, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour pas remplir, mais avoir une action créatrice dans ma propre vie? Après, c'est un exemple, hein. Je suis sûr que vous avez votre propre semaine et vous avez plutôt peut-être l'habitude de voir le dimanche soir vos amis ou plutôt que le samedi soir en fonction ou au soir avec les enfants le samedi après-midi. C'est qu'un exemple. C'est juste, moi, voilà comment j'organise ma semaine. Alors, merci François. Peux-tu développer le concept d'action créatrice? En fait, c'est comme évoquait une personne sur la rat race, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans mon travail pour que ça soit créateur pour moi? Qu'est-ce que je vais mettre comme projet avec mes amis pour que ça soit créateur pour moi? On va aller le voir un peu plus loin. Alors, Sugita qui me pose la question, le week-end, lorsque vous avez mis moitié passion, moitié famille, la passion, c'est aussi votre travail ou avez-vous une passion en dehors, vu que vous considérez votre travail comme votre passion aussi? Sugita qui lève déjà un point très intéressant.
comment faire cela. Donc, je vais vous le développer plus loin. Mais oui, mon travail est ma passion et en même temps, je suis passionné de design, de cuisine, de peinture et plein d'autres activités qui font que mon travail est aussi ma passion et j'ai des autres passions secondaires mais qui ne me rapportent pas d'argent. Alors, Xavier qui dit, on a parlé de la vie physique, mais on ne peut pas considérer que l'on a aussi une vie virtuelle sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, car c'est une vie différente dans le sens qu'on ne connaît pas toujours les gens que l'on suit ou qui nous suivent. Si c'est une vie aussi physique, parce que vous appuyez sur un écran, parce que vous écrivez des textes, parce que vous avez des interactions avec des gens, et donc c'est une vie physique parce que ça vous prend du temps d'être sur LinkedIn, d'être sur Facebook, d'être là-dessus. Donc, en fait, on croit que c'est virtuel, mais pour votre vie, quand vous enchaînez une heure de vidéo, eh bien, c'est une heure physique que vous utilisez. C'est ça, Xavier. C'est en plus du reste, mais la journée ne fait que 24 heures. C'est pour ça qu'on prend cet atelier pour se dire, dans mes 24 heures, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà. Et donc, qu'est-ce que la vraie liberté? Quand vous voyez une semaine comme ça, on se dit, waouh, ça y est, j'ai déjà plus aucun espace. Et donc là, qu'est-ce que la vraie liberté? Parce qu'en fait, on ne peut pas changer, comme dit Xavier, qu'il y a 24 heures dans une journée, on ne peut pas changer la situation sociale et économique, on ne peut pas changer qu'on est une femme, un homme, on ne peut pas changer même la gravité de notre planète. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer? En fait, la vraie liberté, c'est d'avoir la liberté de choisir dans sa vie en pleine conscience. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, vous voyez, il est 20 heures, je suis face à mon écran en train de vous faire un atelier. J'ai fait le choix de faire ça parce que je pourrais aller au restaurant avec ma copine, je pourrais sortir ma chienne, je pourrais faire plein d'autres choix. Et pourtant, j'ai choisi en pleine conscience de vous faire cet atelier. Et cet atelier, ça m'a pris du temps de l'organiser, de le préparer, de créer les supports. Mais j'ai choisi en pleine conscience de faire cet atelier-là, de consacrer du temps de ma vie, qui est limité, puisqu'on n'a qu'une seule vie, pour faire ça. Et donc, vous avez le choix de rester devant votre écran et m'écouter, mais vous avez le choix de couper la caméra, vous avez le choix de partir, vous avez le choix de faire tout ce que vous voulez à chaque moment de votre vie. Donc, c'est ça la question. Revenir à qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de choisir dans sa vie en pleine conscience. Donc, et vous, que choisissez-vous pour votre vie? Et c'est là où je vous propose déjà, face au travail, à la famille, aux passions, aux meilleurs amis et aux actions quotidiennes, donc à la logistique, aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous noteriez de 1 à 5 sur ce tableau? Qu'est-ce que vous metteriez en premier? Parce qu'il y a des gens qui mettent leur passion en premier, et donc leur travail n'est qu'alimentaire, ils ont 35 heures, ils ont un salaire de base, mais le reste du temps, ils sont sur leur voiture à faire du tuning, ou ils sont à faire de la peinture, ou ils sont en train de marcher sur les volcans d'Auvergne, parce que leur passion, en fait, c'est d'aller marcher. Et donc, ils font tout pour limiter un maximum leur travail, pour pouvoir se consacrer un maximum à leur passion. Et donc, ils ont décidé que leur passion, c'était le sujet numéro 1. Et il y a des gens aujourd'hui, ah mais oui, enfin, j'ai reçu un atelier en présence, et ils me disent, mais moi, je vois tout le temps mes amis, je les adore. Et je leur dis, super, et vous voulez quoi? Créer une famille. Ah, d'accord. Alors, Maïké qui dit de 1 à 5 par rapport au temps passé ou par rapport à l'importance qu'on donne, l'importance qu'on lui donne, et justement de réaliser quel est le temps qu'on passe à ça par rapport à l'importance qu'on a envie de lui donner. Donc, à chaque fois, en fait, ce que je vous propose, c'est de dire, tiens, la famille, c'est quoi? Est-ce que je suis célibataire, mais je suis avec mes copains, c'est vraiment, pour l'instant, par exemple, j'ai 25 ans, 25-30 ans,
Pour l'instant, je veux kiffer la vie, je veux vivre mes passions, je veux vivre mon travail, je veux vivre mes amis. La famille, on verra plus tard. On verra à partir de 30 ans. C'est génial. D'autres qui disent, putain, Louis, j'ai 35, 40 ans. En ce moment, je veux construire ma famille. C'est mon projet particulier. Je suis presque prêt à arrêter mes activités. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est noté? Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout à fait, Lucie. Les amis permettent parfois de faire des rencontres. On le verra un peu plus loin. Tu as raison. Merci pour ta remarque. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous dites et qui vous serez dans 3 ans. Est-ce que vous allez faire, dans 3 ans, vous aurez 3 ans de plus, justement la personne de 27 ans qui met ses passions en premier, elle aura 30 ans. Est-ce que vous allez mettre vos passions toujours au cœur de votre vie? Ou est-ce que vous allez mettre votre travail au cœur de votre vie? Tiens, aujourd'hui, j'avais mis mon travail en premier, mais dans 3 ans, je pense que ça sera ma famille en premier. Et j'avais mis mes passions en second, eh bien, ça sera mon travail en deuxième. Voilà. Donc, dans 3 ans, qu'est-ce que vous allez mettre en premier? Alors, merci Sugita. Est-ce qu'on doit répondre avec ce qu'on veut, par ambition ou par certitude? Alors, en fait, bien sûr, c'est parce que l'on veut, parce que l'on désire, parce que l'on a envie. Par ambition, en fait, là, j'entends que c'est partir de son ego. Une ambition par rapport aux autres. Ou par certitude, la vie n'a aucune certitude. Donc là, ça serait en fait être déçu par la vie que de lui demander des certitudes. Donc vraiment, c'est plus partir de soi, partir de son émotion, de son besoin, de son désir, et après voir la réponse de la vie et s'adapter aux réponses de la vie. Mais d'abord, on connaît sa boussole, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Merci pour ta question. Est-ce que vous avez tous rempli les 2 colonnes et vu les différences qu'il y avait entre les 2 colonnes? Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur votre situation actuelle? Super. Bien, avançons. Et qu'allez-vous mettre en premier aujourd'hui? Parce que s'il n'y a que 24 heures dans une journée, ben justement, et 7 jours dans la semaine, et ça recommence, eh bien là, qu'est-ce que vous allez faire dans votre propre vie dans le futur? Et qu'est-ce que vous allez mettre dans 3 ans? Ben tiens, j'ai fait les slides, mais j'ai déjà avancé. Et concrètement, en fait, dans ce futur, comment est-il dans 3 ans? Pourriez-vous le décrire, le dessiner, le présenter, me dire de quelle couleur seront les murs de votre appartement, quelles seront les actions que vous aurez à faire, la liste des pays que vous aurez envie de faire, de quel type de poste vous voudriez travailler, sur quel sujet, sur quel univers. En fait, l'objectif de ça, c'est de conscientiser concrètement, parce que je vais être le meilleur, c'est trop large, c'est trop flou. Dans 3 ans, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Pour qui? Avec qui? Avec quelles actions? Où ça? Dans quelle ville? Dans quel pays? Dans quelle région? Vraiment, c'est d'être hyper précis et hyper concret. Bien sûr, peut-être que dans 3 ans, ça ne sera pas exactement ça. Mais en même temps,
passer du concept à une action pratique, pragmatique, permet de se dire, tiens, voilà les différentes étapes que je dois faire pour arriver à ce futur. Donc, quel est le futur que vous voudriez vivre dans 3 ans? Par exemple, si vous dites mes passions, le dessin, ça serait quoi? Le voyage, ça serait quoi? La danse, ça serait quoi? Le rapport, le sport, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous auriez envie d'avoir accompli d'ici 3 ans? Quel diplôme vous auriez envie de passer? Quelle entreprise vous auriez envie de lancer? Quel cabinet de thérapeute, parce que c'est mon univers, vous auriez envie d'ouvrir? Combien de clients vous voudriez avoir? Combien de chiffres d'affaires vous devriez faire? Est-ce que vous avez des questions, des demandes, des besoins face à ce support? Mais là, ce que je voudrais faire avant de passer sur les habitudes et les règles, voir tout ce que vous avez noté, est-ce que votre démarche répond à votre besoin? Parce que souvent, en fait, les gens posent des actions, mais si ça part de là, en disant bah, je veux un appartement, sauf que mon besoin, c'est quoi? En fait, stop, du concret, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie comme besoin? Quel type de relation j'aurais envie d'avoir? Quel type d'intégrité j'aurais envie d'avoir au travail ou de relation au travail ou autre? Je vous laisse regarder sur la liste et de voir en fait, prendre un moment et de dire tiens, faire tout ça en fait répondrait à quel besoin concrètement, pratiquement, émotionnellement. Est-ce qu'en prenant conscience de cette émotion, ça permet de soutenir le concret? Alors, Sonia, justement, comment faire la différence entre un besoin, un vrai besoin, et les besoins de l'ego, de l'ombre, à tes blessures? Euh, En essayant, en expérimentant, et surtout en ressentant émotionnellement l'énergie positive qui vous vient. Parce que est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Est-ce que ça vous crée une résistance ou un blocage de votre corps, ou est-ce que vous sentez que c'est léger, que vous avez envie, que ça vous donne de l'élan, de l'énergie? Là, c'est vraiment un ressenti personnel. Et ce que vous allez noter ce soir, peut-être que là, vous êtes dans une posture d'ego, parce que la journée était compliquée, difficile ou fatigante. Et quand vous relirez ça demain, vous direz ah, non, non, mais ça, j'étais fatigué, c'était pas ça que je voulais. Et vous pourrez recommencer. Mais au moins, vous aurez essayé ce soir. Et c'est ça qui est important, d'essayer. Tant mieux que j'ai pu répondre à ta question. Donc maintenant,
quand vous relisez ce besoin et ce que vous avez marqué, est-ce que vous trouvez que émotionnellement, qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Est-ce que vous sentez que c'est léger ou que c'est lourd? Est-ce que vous sentez que c'est pratique ou est-ce que c'est fluide? En relisant votre besoin, est-ce que ça vous permet, et vous relisez la liste de ce que vous avez envie de faire pour votre futur, est-ce que vous sentez que c'est la même émotion positive? Ça doit être corporel, ça doit être dans le corps. C'est pas là. Est-ce que c'est lourd? Ou est-ce que c'est ah ouais, putain, c'est vrai, j'ai envie de faire ça. Ça me donne une belle énergie. Est-ce que c'est ouais, ou je sens que ça va être difficile, mais j'ai envie de le faire. Ou c'est ok, c'est un beau challenge, ça me motive. Voilà. Maintenant, comment faire pour réussir? En fait, comme il n'y a que 24 heures dans une journée, eh bien, de manière un peu métaphorique, c'est de barrer les sujets 3, 4 et 5. Pour que, en fait, vous dites, les 2 sujets les plus importants dans ma vie, c'est ça. Les 3 et 4, c'est pas grave s'ils sont un peu mis de côté. C'est un peu violent, mais c'est juste pour vous dire, non, ce qui est important, c'est ces 2 sujets-là. Le reste, c'est plutôt secondaire. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il y a une personne qui met son travail et sa famille, mais en fait, le week-end, il passe sa vie dans ses passions, eh bien, sa femme, elle va lui dire, Coco, tu t'occupes trop de tes passions, alors que tu disais que tu voulais t'occuper de ta famille. Ça va pas. Merci, Lucie, pour ta question. Comment fait-on pour se passer de logistique? Je l'évoque un peu plus loin. Et si une personne dit, ou sinon, moi, il y avait un autre client, sa femme lui reprochait toujours de voir tout le temps ses amis. Mais il disait, mais je te vois tout le temps avec mes amis. Oui, mais en fait, mais chérie, je comprends pas, je te vois tout le temps. Oui, sauf qu'en fait, on n'a jamais de moment intime ensemble où on se retrouve tous les deux. Et donc, mon chéri, j'apprécie tes amis, je les adore, on passe chaque fois des bons moments, mais je voudrais aussi passer des bons moments intimes et uniquement avec toi. Voilà. Donc, il y a 3 feintes. Est-ce que vous les voyez dans ces 3 feintes? Sugita a levé déjà une feinte. Lucie en a soulevé une particulièrement. Donc, qu'est-ce qui vous vient comme feinte? Eh ben, la première feinte, en fait, c'est de faire de votre travail une passion, ou une passion votre travail. C'est que tout d'un coup, vous vous passionnez pour votre travail ou que vous changez grâce à une formation, grâce à un parcours, pour que votre passion devienne un travail. Et c'est possible. Voilà. Attention, si votre passion devient un travail, le quotidien va l'écorner un peu. Parce que le quotidien, parfois faire des factures, c'est pas passionnant. Et pourtant, faire la facture pour que vous puissiez vivre de votre passion, ça sera obligatoire. Et aussi, en fait, pour respecter une passion qui serait un travail, en fait, c'est lui donner du temps, mais aussi du temps pour s'ouvrir à autre chose, pour avoir le plaisir de revenir à son travail. Par exemple, moi, il y a mon ostéopathe, lui, être ostéopathe, c'est sa passion.
mais il sait qu'il n'en fait pas plus de 40 heures par semaine. Sinon, parce qu'il pourrait en recevoir, il est tellement bon qu'il pourrait recevoir énormément de clients, sauf qu'il a décidé que c'était 40 heures, pas plus. S'il n'a plus de place, c'est pas grave. Pour lui, il en fait 40 heures et le reste du temps, il s'occupe de lui, de sa famille et de s'entraîner à ses marathons. Voilà. Donc, dites-vous, tiens, comment faire que ma passion puisse devenir un travail? Toute passion peut être rémunératrice. Il y a là un marché, il faut juste voir dans la passion quel est le problème des autres et en quoi notre passion peut devenir une solution au problème des autres. Tout en la respectant. La deuxième solution, c'est gagner assez pour déléguer la logistique. Par exemple, avoir une femme de ménage ou se faire livrer les courses. Plutôt que passer 3 heures par semaine à nettoyer son appartement, eh bien, par exemple, moi, en tant que thérapeute, si je reçois un client, je gagne 70 € de l'heure. Eh bien, ma femme de ménage, quand elle vient 3 heures, elle gagne 45 €. Donc, avec un client, je paye ma femme de ménage. Donc, je préfère recevoir 3 clients, 3 fois 7, 21, donc 210 €, plutôt que de perdre 3 heures en faisant le ménage. Donc, 210 € moins 45, je gagne toujours de l'argent. Et se faire livrer les courses, faire une demi-heure pour aller au supermarché, remplir son caddie, passer à la caisse, ramener les courses, remplir le frigidaire, tout ça, ça prend du temps. Si vous faites les courses derrière votre écran en regardant un film et que vous les livrez chez vous, c'est beaucoup plus rapide. Donc vraiment, vous voyez que quelles sont les astuces que vous pourriez faire pour diminuer la logistique. La troisième solution, c'est si votre passion n'est pas un travail, c'est de vivre votre passion avec votre meilleur ami. En fait, vous voyez, à chaque fois, je vous propose des feintes où vous associez 2 points de mon tableau ensemble. Mais que votre travail ne soit pas votre passion avec votre meilleur ami. Il y a beaucoup plus d'histoires d'échecs, de pertes d'amitié par le travail et donc de déception dans la passion. Donc, n'essayez pas, enfin, faites quelque chose de plutôt léger. Voilà. Et si votre partenaire de travail devient un ami, c'est mieux dans ce sens-là. Mais qu'un ami devienne un partenaire de travail, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, maintenant qu'on a pris conscience de ces 3 feintes, quelles habitudes et règles allez-vous suivre pour les atteindre? Qu'allez-vous faire une fois par semaine pour si vous avez choisi en premier votre travail, en premier votre famille, en premier vos passions, vos meilleurs amis ou les actions quotidiennes? Donc, je vous laisse noter des idées et par derrière, je vous donnerai des astuces tirées de ma formation. Bien sûr, hein, mes astuces sont classiques. Alors, pour le travail, en fait, c'est se dire, est-ce que je pourrais faire une formation qui me passionnerait ou qui me permettrait d'améliorer mon travail? Ou de lire un livre par mois? Ou de trouver sur Meetup ou autre des ateliers gratuits qui me permettraient de m'améliorer dans mon travail? Ou de suivre une conférence? Et ça, c'est une fois par semaine, je me trouve une conférence. Une fois par mois, j'achète un livre pour mon travail. Et ça, ce que je vous propose, c'est de les mettre en alerte sur votre téléphone. De prendre votre téléphone, d'aller dans votre agenda et de mettre une fois par mois, tous les lundis du 1er du mois, aller à la FNAC, acheter un livre sur mon travail. Tous les lundis de chaque semaine, trouver une conférence sur mon travail. Aller lire un article sur mon travail. Pour la famille, si c'est un projet pour les célibataires, si c'est déjà créé, quel projet j'ai envie de faire tous les mois? Tiens, est-ce que j'ai envie de faire un petit projet
ou me réserver un samedi de jeu avec ma famille. Et ça, en fait, que ça devienne des habitudes. Donc, prendre son portable et se poser des habitudes d'activités en famille. Pour les célibataires, ne faire que des activités avec des célibataires, c'est-à-dire par exemple des ateliers d'impro, aller en soirée avec des célibataires ou prendre des verres avec des célibataires. Parce que moi, j'avais un client, il a 35 ans et il me dit putain, c'est trop cool, mais je sors que avec des gens en couple. Je suis toujours, eh bien, je lui ai dit stop. Si on te propose une soirée avec que des gens en couple, tu leur dis je n'y vais pas si vous ne me présentez pas une personne célibataire. Sinon, bah, tu restes chez toi et tu te mets sur les sites de rencontres où tu vas trouver un meet-up, où tu vas trouver, tu vas sur OVS, on va sortir ce soir pour rencontrer d'autres célibataires. Donc vraiment, le mieux, c'est de se couper de ce groupe d'amis en couple et pas se couper tout le temps, mais arrêter ses habitudes ou d'être entouré que des gens en couple et aller voir des personnes célibataires. Et les soirées d'impro, en fait, il y a des formations d'improvisation pour apprendre le théâtre d'improvisation, ce qui est souvent en fait des personnes de 30-35 ans qui sont sympathiques, agréables, créatives, parce qu'elles apprennent l'improvisation, et surtout elles sont célibataires puisqu'elles ont le temps de faire ça pour la majorité. Après, les passions, bah, quel serait le but? Un but, par exemple, monter le Mont Blanc, faire le GR20, construire un avion en balsa ou faire un marathon. Et quel serait en fait, bah, tiens, le lundi, je mets mes baskets au pied de mon lit et je vais courir 5 km. Donc vraiment, des ateliers, trouver des ateliers ou des activités qui sont par rapport à votre passion. Et ça, en fonction de la région où vous avez des associations, vous avez des professionnels qui proposent ça pour un petit coût. Voilà. Et pour les meilleurs amis, bah, justement, proposer une activité ou un moment, dire tous les mois, je propose un dîner avec vous et on se retrouve pour faire ça. Et chaque mois, il y a quelqu'un qui propose une activité pendant son dîner, une dégustation de vin, une dégustation de fromage ou une balade autour d'un lac. Vous voyez, c'est ça. Pour les actions quotidiennes, eh bien, trouver la femme de ménage. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées que vous pourriez faire partager aux autres qui vous viennent par rapport à ces habitudes? Et ces habitudes, en fait, le mieux, c'est de se mettre ça en alerte sur son téléphone. Tout à fait. Mixer les activités, c'est une très bonne idée. Par exemple, activité quotidienne, plus écouter des livres audio. Après, les personnes qui font du mindfulness vous diraient, non, si tu fais une activité, tu le fais pleinement, et si tu écoutes un livre audio, tu le fais pleinement. Mais c'est vrai que dans sa voiture, entre sa maison et son travail, est un très bon moment pour profiter de ça. Merci Lucie pour ta proposition. Ah, merci Françoise. En plus d'OVS, on a toutes mes sorties et King Tonic. Xavier qui dit déléguer les activités non prioritaires ou déprioriser des activités. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai proposé un moment de barrer les activités 3, 4 et 5, puisque c'était important. C'est vraiment votre cœur d'envie.
C'est super, tous vos conseils et vos idées. Merci beaucoup. Alors, les ateliers d'appro, je vous propose d'aller sur Google et de regarder ce que c'est que du théâtre d'improvisation. Voilà. Bien, avançons. Quels sont vos soutiens émotionnels? Sachant que, en fait, le plus important, c'est, par habitude, on sait que quand on colle un post-it sur son miroir le matin, eh bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, on ne le voit plus. Donc, le mieux, en fait, c'est d'avoir un partenaire d'activité qui pourrait avoir envie de faire le même projet que vous et que vous vous challengez ensemble. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important psychologiquement, c'est le regard social. C'est le regard de l'autre sur soi et le regard que l'on a sur soi. Donc, on n'a pas envie de décevoir l'autre et donc de se décevoir parce qu'on a déçu l'autre. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous dire, tiens, qui pourrait être un bon partenaire pour faire le même projet que moi? Et soit vous avez un nom, soit sinon vous écrivez un message sur votre page Facebook ou LinkedIn et peut-être qu'une personne va apparaître auquel vous n'y pensiez pas et pourtant elle se dit, tiens, cette personne-là, je l'apprécie et son message me dit que c'est le bon moment pour elle, pour moi, d'aller vers elle et de faire cette activité ensemble. Donc vraiment, ce que je vous propose, c'est de poser qui pourrait vous soutenir. Sonia dit le chocolat, là, oui, tout à fait. Si tu as envie de devenir la spécialiste du chocolat, eh bien, d'aller faire des dégustations de chocolat avec qui? Voire de tester tous les gâteaux au chocolat. C'est vraiment intéressant de voir qui pourrait vous aider. Voilà. Après, le deuxième chose, c'est quel rappel, quel gris-gris. En fait, sur votre porte-clés, ce qui serait bien, c'est de trouver un objet symbolique. Vous allez sur Amazon et vous trouvez le porte-clés avec l'objet symbolique qui vous rappellerait quel est votre projet, quelle est votre envie. Par exemple, pour, euh, pour monter le Mont Blanc, ça pourrait être une chaussure. Pour être sportif, ça serait d'avoir une raquette de tennis pour ceux qui aiment le tennis. Pour voilà, un truc en fait. Et comme vous l'avez sur votre porte-clés et que vous ouvrez votre maison et vous refermez votre maison 2 fois par jour, eh bien, vous aurez une sensation physique et auditive, parce que souvent ça va faire du bruit, pour vous dire, tiens, Louis, il y a ça que tu avais envie de faire. N'oublie pas. C'est bien plus intéressant que un post-it parce que lui ne sera que visuel. Donc, un porte-clés et celui-ci, en fait, il doit être sympathique, agréable, motivant pour que il vous rappelle quel est le projet que vous avez envie de mettre au cœur de votre vie. Alors, François qui me demande de trouver un sparring partenaire. En fait, un sparring partenaire, c'est des personnes qui vont vous entraîner, vous challenger à vous pousser un petit peu parce que eux aussi, vous allez les pousser à aller un peu plus loin. Et le sparring partenaire, soit vous le connaissez déjà, soit sinon vous allez le proposer, ou soit sinon vous laissez un message entre guillemets à l'univers en le postant sur les pages Facebook et LinkedIn. Voilà. Et après, quelle est la première action? En fait, en communication non violente, on appelle ça le PPPP, pour le plus petit pas possible. Quel serait pour vous le plus petit pas possible pour commencer? Par exemple, pour les sportifs ou ceux qui ont envie de se remettre au sport, c'est de mettre ses chaussures au pied de son lit. Comme ça, quand ils se lèvent, eh bien, la première action qu'ils font, c'est de mettre leurs chaussures de sport et d'aller à la salle de sport. Ou par exemple, c'est de mettre une alerte sur leur iPhone. Ou par exemple, changer leur réveil. Ou par exemple, euh, j'en ai pas. Et vous, quel serait votre premier PPPP, le plus petit pas possible?
que ça soit facile, que surtout votre cerveau ne sente pas de panique, ou votre cœur vous dit pas. Le PPPP, c'est pas je vais aller tous les jours à la salle de sport. Non, c'est pas je vais monter le Mont Blanc, c'est pas je vais écrire un livre. C'est non, je vais acheter le stylo qui va me permettre d'écrire ce livre. Je vais acheter le carnet qui va me faire plaisir. C'est ça un PPPP. C'est je vais passer à la Fnac pour regarder quels sont les jolis carnets. Et si vous avez envie d'écrire un roman, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai la méthode pour écrire un roman. J'ai fait un atelier là-dessus il y a 2-3 années. Et bien, Siam, tu m'envoies un mail ou tu me mets un message sur Meetup et je t'enverrai un lien Google Drive. Et ce que je te conseille, Siam, c'est de trouver des groupes d'écriture. Il y a des groupes d'écriture Meetup qui font ça. Et surtout, quand vous voyez ces 3 choses-là, est-ce que ces personnes-là, ce gris-gris et cette première action-là, répondent à votre besoin? Comme le besoin que vous avez trouvé dans la liste, est-ce que c'est ça qui vous correspond? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon symbole, ou que c'est une bonne personne, ou c'est une bonne action qui vont soutenir ce besoin-là? Est-ce que vous le ressentez là émotionnellement, corporellement? Est-ce que quand vous regarderez sur Amazon, choisissez le gris-gris, le porte-clés qui vous fait le plus plaisir? Il doit créer du plaisir. Il est là pour vous motiver en créant du plaisir. Et si vous bloquez, eh bien sûr, il y a la thérapie parce que c'est une démarche de conscientisation. La thérapie, c'est venir voir quelqu'un parce qu'il y a plein de choses dans la tête des gens, dans le cœur des gens, et on est là par l'échange de petit à petit, de voir les faits, de trier ce qui est entre le fait, l'émotion, le besoin, et après de réaligner tout ça par rapport à la personne et qu'elle puisse agir dans sa vie et être alignée avec elle dans ses actions quotidiennes. Et bien sûr, une thérapie, c'est petit à petit pour faire ces petites actions, le PPPP, et petit à petit, en fait, la personne retrie les choses, reclassifie, change d'habitude. Voilà. En fait, une thérapie, c'est une discussion avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de prendre le temps de faire le tri et d'écouter ses envies pour se lancer. Merci. Le prochain atelier est le 7 septembre et qui, en fait, sera sur apprendre l'auto-empathie par le corps. J'ai essayé, on a commencé un tout petit peu à faire ça. Je n'ai pas pris le temps qu'il fallait pour que vous puissiez vraiment ressentir ce qui se passait dans votre corps. Donc, je vous laisse vous inscrire pour vraiment vivre cette activité-là. Et donc, oui, c'est en faisant ces petites actions que vos habitudes changeront. Parce que ce n'est pas des efforts, c'est juste une petite action. Merci pour votre intérêt, merci pour votre présence. Et je suis là pour échanger avec vous et pour vous soutenir dans vos réflexions. Vous avez mes coordonnées.